Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de Pile Club. Comme toujours, nous allons parler de foot anglais et préfacer les rencontres du week-end prochain. Ce sera déjà la 17e journée de Premier League. À mes côtés, deux habitués, deux passionnés de foot anglais. Julien Courtois, salut Julien. Salut Phil. Salut Bruno, tout va bien? Tout va bien, merci. Et avec nous en distance, bien entendu. Comme d'habitude, Christian Skakels qui va faire parler sa science et sa base de données vision du jeu pour nous expliquer les systèmes tactiques, les qualités, les défauts des équipes concernées. Salut Christian. Bonsoir. Alors les amis, on reste quand même sur une grosse semaine, 2 journées de compétition en 6 jours. Le moins qu'on puisse dire, je dirais, c'est qu'en Première Ligue, rien n'est figé, c'est pas statique, il y a du changement quasiment toutes les semaines et c'est ça qui est beau. Imaginez un peu sur le classement des 5 dernières journées, on a, avec Liverpool et Arsenal bien sûr, mais on a Bournemouth. Qui aurait pu imaginer ça il y a ne serait-ce que 2 mois? Beaucoup de résultats surprenants. Hein. Surprenant, mais déjà Man City, qui est quand même un petit peu fébrile, on va dire, mais déjà c'est une surprise en soi. Et beaucoup de buts marqués, même si cette semaine on n'a pas marqué... on s'était habitué à avoir peut-être un petit peu plus. Ouais. 27 buts, c'est pas le record de la saison, mais comme toujours, on a vu de très belles choses. Kenny puts it out to Wilson, who's causing West Ham plenty of problems. And what a goal that is from Harry Wilson. McAtee goes for the top corner. Oh! Does he? McAtee, the magician. Odobert. Is he going to take it on? Oh, he certainly is! What a spellbinding strike that is! Here's Richarlison, what a ball that is! This can settle it now! 2 goals for Richarlison! Collision between Walker and Brown off the ball. The assistant referee flag for that. Referee's played the advantage. It's Silva, and it is quite brilliant. Manchester City are back on level terms. Bernardo Silva. It's late in the day. They wouldn't mind another one here to seal the win. They're down a slap of that. And a first Everton goal for Owen. Ce dernier but, le but de Dobbin et la joie qui s'ensuit, j'ai l'impression que c'est vraiment révélateur de l'état d'esprit d'Everton par rapport à la pénalité de 10 points. Vous aviez fait le match, Julien. Ouais, c'est vraiment ce que vous disiez. On a l'impression qu'il y a tout un club, toute une partie de la ville là, qui serre les coudes et qui veut se sauver. Et ils le font pour le moment. Mais si on leur rajoute leurs 10 points, à un moment donné, avec ce rythme-là, il faut être européen. Ce sera intéressant en fin de compétition de voir où ils seraient. Parce que c'est pas définitif. Ouais, c'est pas définitif, effectivement. Allez, voici maintenant les faits marquants, les faits les plus importants du week-end dernier. Newcastle, 7 buts encaissés en 4 journées. Incroyable. La défense des Magpies prend l'eau. Fulham, 16 buts marqués en 4 matchs, c'est assez exceptionnel. Liverpool est le nouveau leader. Aston Villa à domicile, magnifique, 100% des points. Everton déjà sauvé, on vient d'en parler. Bon, point d'interrogation quand même. On verra, mais... c'est sans doute en bonne voie. Et puis la différence de but de Chelsea, 0. Christian, si on parle de la dernière journée, voire des 2 dernières journées, on est obligé de parler de cette équipe d'Aston Villa dont le parcours, notamment à domicile, est assez exceptionnel. Ouais, on va le voir plus tard, 100% des points, on ne sait pas faire mieux, c'est 8 sur 8. C'est les premiers avec Liverpool qui a un match de moins mais qui a aussi 100% des poinns. Et c'est surtout en très peu de temps, en moins d'une semaine, en 4 ou 5 jours, ils ont réussi à battre Manchester City en donnant vraiment une leçon de football, en ayant 22 ou 23 possibilités. Et puis après, ils ont battu Arsenal et c'est aussi une performance. Là, ils étaient quand même moins bien que contre Manchester City, mais enfin, ils ont réussi l'exploit de profiter des circonstances défavorables d'Arsenal et notamment ce but aussi annulé. Mais voilà, cette équipe confirme tout ce qu'on pensait d'elle et tout ce qu'on a expliqué depuis plusieurs semaines.
Et ça marche très bien pour eux. Et c'est très chouette de voir aussi une équipe de ce calibre-là à ce niveau. C'est une équipe qui gagne en jouant bien comme contre City et une équipe qui gagne en jouant moins bien comme contre Arsenal. Oui, avec Tielemans, ce qui est important, même s'il n'a pas joué tout le match. Mais je pense que ce qui est très très important, nombreuses sont les équipes qui pourraient réaliser un exploit sur un match. Mais l'enchaîner, cet exploit-là, bravo à Unai Emery, on l'a souligné. Christian en a beaucoup parlé au début. Il reconstruit d'abord les lignes arrière, et puis c'est la moitié de terrain, et puis maintenant c'est le système offensif avec des caractéristiques vraiment formidables. C'est vraiment beau. Petite info qui me surprend maintenant sur le long terme. Première journée d'Europa, ils étaient en Conference League. Ils sont en Conference League. Première journée de Conference League, je l'ai fait. Ils sont en déplacement. Et c'est un déplacement qui, sur papier, leur est favorable. Et ils font vraiment un très, très mauvais match. J'étais surpris. Et 3 jours plus tard, ils vont gagner à Chelsea. Et c'est pour dire qu'aussi, on voit que Unai Emery joue avec ce calendrier qui n'est pas un calendrier facile de jouer le jeudi comme ça. Et il parvient à faire une saison comme ça, en jouant le jeudi. Tous les 15 jours, 3 semaines. Donc franchement, le coaching derrière est incroyable. Il ne faut pas oublier que cette équipe, lors de la première journée, avait pris 5-1 à Newcastle. On s'en souvient. Et les voir maintenant là où ils sont, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis Christian, les 16 buts marqués par Fulham en 4 matchs, là aussi c'est exceptionnel. On n'en parle pas beaucoup de cette équipe de Fulham pourtant. On a évoqué à un certain moment au début le changement de système parce que c'était une équipe qui était très très forte sur le jeu dominant placé, sur centre notamment parce qu'ils avaient Mitrovic. Mitrovic est parti au Moyen-Orient et il a fallu reconstruire quelque chose et ça a pris du temps. Et là maintenant en fait, c'est quand même un peu surprenant de pouvoir enchaîner 2 fois 5-0, de marquer 16 buts en 4 matchs, de faire 3 victoires. Voilà, c'est aussi, il y a aussi des circonstances favorables qui font que, à un moment de la saison, les choses se passent bien. Ils en profitent. Maintenant, c'est chouette de voir 16 buts marqués, mais pour gagner, c'est pas nécessaire de marquer chaque fois 5-0. Mais pour le moment, ils doivent en profiter. Je crois que les fans sont très contents que ça se passe comme ça. Et Fulham va à Newcastle ce week-end. Newcastle qui a encaissé 7 buts en 2 matchs. Mais c'était à l'extérieur. À domicile, les Magpies. C'est autre chose. C'est autre chose. Même s'ils n'ont pas pu faire le job en Ligue des Champions. Non. Surprenant. C'est vrai, c'est vrai. On verra ce que ça va donner entre ces deux équipes. On passe maintenant à notre première affiche. Il s'agit d'Arsenal face à Brighton. Arsenal face à Brighton, dimanche à 15h. Arsenal, deuxième à 1 point de Liverpool. Brighton est 8e. C'est une belle affiche, je dirais, même si Brighton est un petit peu moins performant. Mais Julien en parlait par rapport à Aston Villa. Cumuler l'Europe et cumuler la Premier League, c'est plus le même exercice que les autres saisons. Mais bon, c'est la rançon du succès aussi. Surtout pour des équipes qui n'ont pas forcément le noyau. Ansu Fati qui avait été extraordinaire du côté d'Amsterdam en Europa League, qui malheureusement s'est blessé depuis. Donc forcément, c'est pas des noyaux très très profonds. Les Gunners se restent sur une victoire à Aston Villa. Donc on l'a dit. Sur une défaite. Sur une défaite à Aston Villa, match qu'ils n'auraient pas dû perdre parce que s'ils avaient été un peu plus efficaces, ils auraient eu un autre résultat. Un but partout au PSV en Ligue des Champions, mais bon, les deux étaient déjà qualifiés. Brighton reste sur un partage contre Burnley. C'est une équipe assez irrégulière, 10 points d'écart entre les deux équipes, Christian, mais des similitudes dans le jeu quand même, notamment au niveau offensif. Oui, c'est vraiment deux équipes qui sont vraiment synonymes de beau jeu, de vouloir s'imposer dans le camp de l'adversaire, d'utiliser ce jeu dominant placé. Il y a vraiment une obsession, et on va le voir, c'est vraiment la similitude de ces deux équipes. C'est cette construction aux alentours du grand rectangle, chercher cette zone optimale de centre, et alors créer soit un centre rentrant ou un centre sortant en zone optimale, et d'avoir quelqu'un qui vient se positionner dans le petit rectangle pour reprendre au cordeau ou de la tête. Et on va voir qu'en fait, ces deux entraîneurs ont vraiment l'envie de créer ça tout le temps, que ça soit de plein jeu. C'est des équipes qui ne veulent pas procéder sur des reconversions rapides. Voilà, on l'a vu avec Arsenal, on le voit maintenant avec Brighton. Il y a cette suite de combinaisons de passes pour un certain moment trouver la zone optimale. Et il y a quelque chose qui se déclenche à ce moment-là. Le rythme s'accélère et puis les joueurs viennent se présenter de deuxième ligne pour essayer de marquer des buts, comme je le disais, de la tête ou au cordeau. Et c'est vraiment c'est la question à se poser, c'est qui va prendre le jeu à son compte, qui va vouloir avoir cette possession de balle et qui va vouloir s'imposer dans le camp d'adversaire. Ça sera la grosse interrogation de ce dimanche.
Deux équipes qui ont donc de belles intentions offensives. On risque d'avoir un match ouvert. Maintenant, il y a peut-être une équipe qui a plus de qualité pour jouer ce jeu-là que l'autre. On est venu maintenant dans un sport où la présence physique est absolument capitale. Et donc, on se rencontre aujourd'hui, dans l'une ou l'autre rencontre, que si vous fléchissez physiquement, je pense à Trippier par exemple, qui a fléchi physiquement pendant une semaine, pas plus, hein, et il a 3-4 buts dans sa zone. On verra si c'est pas plus. Ici, on essaye. Bon, Evan Ferguson, il a 19 ans, c'est leur meilleur buteur. Il a moins de 30% de temps de jeu en Coupe européenne parce qu'on le ménage. Donc, ça dépend de quelques éléments aussi de la fraîcheur physique. Ça devient difficile aujourd'hui, vu le contexte, de faire un pronostic parce que l'impact physique est devenu, entre guillemets, malheureusement essentiel. Surtout à cette période-ci de l'année. Oui. Inévitablement, avec la succession des matchs en Première Ligue et en Coupe d'Europe. Au niveau offensif, il y a quand même une différence assez nette, Christian. Je dirais, oui, les phases arrêtées, c'est ça qu'on peut pointer ? Oui, c'est ça, Philippe. Les phases arrêtées, il y a une équipe qui est très performante et l'autre qui ne l'est pas du tout. Arsenal est la meilleure équipe sur phase arrêtée. C'est très surprenant, mais ils ont quand même 55% de leurs buts sur phase arrêtée cette saison. Et là, comme dit Bruno, c'est là que ça intervient. Pour pouvoir marquer des buts, je vais dire entre guillemets faciles, accessibles à tout le monde, on n'a pas besoin d'avoir un rythme très élevé, on n'a pas besoin de faire une course de 50 mètres, on n'a pas besoin de construire avec 25 passes. Il y a des phases arrêtées qui sont là pour pouvoir, normalement, dans 35% des buts marqués, de pouvoir soulager en fait un aspect offensif. Et donc là, il y a une équipe qui marque facilement, très très facilement, parce qu'il y a énormément de travail. On a vu aussi, et on l'a dit souvent, ils ont engagé une personne très importante de Brentford qui n'utilise que les phases arrêtées. Et ici, il y a une équipe. Les 2 buts que vous avez vus, c'est les 2 seuls buts qu'ils ont marqués sur phase arrêtée cette saison. Ça, c'est pas assez. Alors imaginez-vous une équipe qui a envie de faire le jeu, qui a envie de faire le spectacle et qui en plus peut marquer un pourcentage de buts sur phase arrêtée. Cette équipe de Brighton pourrait jouer et pourrait être beaucoup plus haut au classement. On le répète presque à chaque émission, hein, le foot se joue parfois sur tellement peu de choses qu'un titre, une qualification européenne, un maintien, ça peut parfois se jouer sur un coup de coin, un coup franc, un penalty. Oui. Ouais, sur la goal line technology, ça s'est déjà vu aussi entre Liverpool et Manchester City. Maintenant, la stat qui dit 3 victoires sur leurs 7 déplacements de la saison du côté de Brighton, c'est une stat qui est assez faible. Oui. Il faut corriger ça. C'est une belle occasion, mais c'est un sacré défi. En tout cas, on parle des phases arrêtées. Je crois qu'il faut retenir ce que Christian dit. Ça va être magnifique pour l'amateur de football, de combinaison, etc. Ça va être magnifique. Et effectivement, qui va prendre le jeu à son compte? Mais en termes de qualité de jeu, je pense que ça va être du très haut niveau. Au niveau des défenses également, il y a des similitudes entre les 2 équipes au niveau stade, je vais dire, Christian. Cette volonté permanente de pouvoir sortir ce ballon proprement avec des passes courtes au départ du gardien de but. Et d'ailleurs, je crois que dans les statistiques de mètres gagnés par le gardien de but de Brighton, je crois qu'ils sont les premiers tellement les distances sont courtes. Et donc on voit ici, ça c'est exactement le côté négatif de ce genre de situation, c'est qu'on veut absolument combiner de l'arrière, essayer de progresser pour pouvoir créer quelque chose de magnifique dans les 20 ou dans les 30 derniers mètres. Et voilà, c'est vraiment une tare parce qu'ici, regardez, il pourrait dégager et en fait, il a directement la volonté de vouloir reconstruire même quand il est dans son rectangle sous pression. Et là, ces 2 équipes ont le même problème, les mêmes défauts. Voilà, c'est aussi ici à Brighton, il y a cette envie de construire de l'arrière. Et puis quand on se rend compte qu'on joue contre une équipe qui fait un pressing et un contre-pressing, on est directement puni. Voilà, c'est une volonté, c'est aussi une mode pour le moment. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est plus l'entraîneur qui joue sa carte plutôt que de s'accommoder des circonstances et des conditions du football. Mais ici, c'est quelque chose sur lequel on pourrait voir en fait des buts marqués lors de ce match avec cette volonté de vouloir sortir de très bas. Quand vous dites, Christian, certains entraîneurs veulent peut-être jouer leur carte, vous voulez dire quoi? Je veux dire, dans la préparation, je vous ai donné cet exemple, Philippe, prenez l'exemple entre West Ham et Brighton. Si on prend Brighton et qu'on dit « Ah, Brighton, c'est une des équipes qui joue le mieux, c'est une des équipes qui développe le plus beau football », c'est l'entraîneur, on en parlait même à un certain moment directement au Real Madrid. Et puis vous prenez West Ham qui est à 2 points.
Et on s'imagine et on dit ah oui, Moyes, c'est l'ancienne génération et puis ça ne sort pas bien, les ballons, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ils vont jouer, on ne sait pas comment ils ont des intentions de jeu. Et puis finalement, à part cette défaite de 5-0 contre Fulham, ils ont 2 points de différence au classement. Alors il y a des entraîneurs en fait qui mettent des choses en place et qui veulent mettre une empreinte sur la manière dont ils veulent développer le jeu. Et puis il y a des autres entraîneurs qui se disent que le football ça change, on s'adapte, mais l'important c'est de marquer des points. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est sûr que De Zerbi est venu avec le travail préparatoire de Potter avant lui, et De Zerbi a repris, a peut-être magnifié encore un petit peu plus cette volonté de jouer, mais qui était déjà au club avant son arrivée. Hein. Eh bien, on verra ce que ça va donner. En tout cas, pour Brighton face aux Gunners, ce sera donc dimanche à 15h. L'autre affiche dont nous allons parler maintenant, belle affiche aussi, hein, là, c'est Liverpool-Manchester United. Anfield, unstoppable, uproar, chaos, a noise so loud it can leave you shell-shocked. What happens if we take our chance? Oh, yes! The silence could be deafening. Bring it on. Liverpool versus Manchester United, live in the Premier League. Dimanche à 17h30 ce match, c'est traditionnellement évidemment une grosse affiche. Liverpool est en tête, mais United n'est que 6e. Ici aussi, il y a 10 points d'écart entre les deux formations. Et puis United, évidemment, a été éliminé de la Ligue des Champions suite à sa défaite mardi contre le Bayern. C'est un match donc entre une équipe qui est en crise, soyons clairs, United, et une équipe qui est en plein boom, c'est Liverpool. Et qui retrouve son aura de leader, c'est important. Alors qu'il y ait 10 points d'écart entre les deux équipes, oui, mais c'est surtout les 6 points d'écart pour les Red Devils par rapport au top 4. Et quand on pense que le 4e aujourd'hui, c'est Manchester City... Et qu'Aston Villa est devant. Voilà, il faudra aller les chercher, ces points-là. Liverpool est en tête grâce à sa victoire à Crystal Palace, même si ça n'a pas été facile du tout. Liverpool, par parenthèse, joue ce soir. Où ça ? À l'Union Saint-Gilloise. Fabuleux ça, hein, pour nous serons là. Ah non, nous ne serons pas là. Nous serons sur d'autres matchs. Mais on aura une oreille attentive quand même à ce qui se passe là-bas. Christian, on parle beaucoup d'Aston Villa aussi, bien entendu, à domicile et à juste titre. Mais Liverpool, c'est également un sans faute à domicile. Sans faute à domicile, c'est-à-dire 21 sur 21, 7 matchs joués, 7 victoires, 100%. Donc ça va être très très difficile d'aller s'imposer là-bas. Et attention, hein, c'est des victoires à 3 buts minimum, je pense. Hein. Il y a 3 buts minimum inscrits à domicile par rencontre. Donc, 7 victoires d'affilée, en première ligue, toute compétition confondue. Liverpool, c'est même 11 victoires d'affilée cette saison. On se souvient, il y a 2-3 ans, ok, c'était la période Covid, Liverpool ne parvenait plus à gagner, mais là, la magie d'Enfield la magie de fait Klopp à nouveau aussi, son effet. Oui, il s'est recyclé, Klopp. Ouais. Il y a eu un sacré passage à vide. Peut-être que certains coachs autres, sans le palmarès qu'il a créé là, auraient peut-être été virés. Mais il y a quelque chose qui a changé. On retrouve beaucoup d'élan. Il y a des jeunes qui s'imposent, qui marquent. Un milieu de terrain, hein, je trouve, qui fait la différence. Il a recyclé, c'est le bon mot, avec des achats aussi, et pas donnés. Hein, mais c'est vrai que ce milieu de terrain, maintenant, a quand même une toute autre impulsion. Christian, avec Liverpool, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans le dernier quart d'heure. C'est pour ça qu'on aime bien voir les matchs des Reds, parce qu'on sait que, allez, il y aura du spectacle jusqu'au bout. On a souvent été habitués, hein, depuis que Klopp est là, avec une première mi-temps toujours un peu plus calme, mais en deuxième mi-temps, c'est vraiment une déferlante. Et notamment ce dernier quart d'heure, regardez, ils n'ont encaissé que 4 buts, mais ils en ont marqué 14. 14, c'est pratiquement l'équivalent de la somme de 4 ou 5 équipes dans ce dernier quart d'heure. Donc cette équipe cartonne à ce moment-là, et donc il y a aussi beaucoup de choses qui vont se déterminer à ce moment du match en fonction du résultat, mais il y a toujours du spectacle jusqu'au bout à Anfield. Là, évidemment, c'est à 10 contre 11, mais ça reste une stat vraiment pertinente. Hein. 4 matchs d'affilée avec un but dans le dernier quart d'heure. Alors, ce sont des buts qui rapportent des points. C'est ça qui est important, parce que, ok, c'est bien de marquer quand c'est 3-0, mais quand c'est un but qui rapporte quelque chose, forcément, ça n'a pas la même valeur.
La gestion de Klopp depuis qu'il est là, c'est droit devant, la victoire, la gagne, jouer pour gagner. Dès qu'il y a eu un petit coup de moins bien, ils se sont retrouvés largués. Ils ont eu une saison l'année passée vraiment catastrophique. Aujourd'hui, je pense que c'est plus que symbolique leur première place. C'est un statut qui revient. Et il va falloir aller les chercher aussi. Hein. Et vous disiez, c'est aussi la preuve qu'il marque beaucoup dans cette fin de match. Il y a des joueurs, je crois en basket, on dit des clutch players, des mecs qui sont capables d'aller faire la différence parce qu'ils l'ont décidé. On pense souvent à Mo Salah. Oui, puis il y a un banc aussi. Il y a Alexander-Arnold et il y a un banc. Ça fait comme une équipe bien complète. Alors, est-ce que assez pour aller chercher un titre? Mais ils seront pas loin. Ils seront pas loin. Ok, Christian, au niveau défensif, les Reds font la différence aussi, puisque c'est la meilleure défense avec Arsenal, tout simplement. 15 buts encaissés. Oui, la meilleure défense parce que en fait ils résolvent leurs problèmes en fait. On a vu que comme toutes les équipes du top, à l'instar à la différence par exemple de Manchester City cette saison, ce sont des équipes qui encaissent toujours sur des transitions rapides, ce qui est un peu logique. Et là cette équipe aussi, elle a eu des difficultés en début de saison. Elle a réussi à résoudre ses problèmes, mais là en novembre, elle a eu aussi quelques petits problèmes avec voilà, toujours ces fameuses sorties de balles et cette envie de construire de derrière. C'est vraiment, je le dis chaque semaine, c'est un vrai choix d'entraîneur, c'est une vraie philosophie de modèle offensif. Mais voilà, il y a des difficultés. Voilà, c'était contre Manchester City, mais voilà, c'est terminé par un partage. Et je crois que précédemment, contre Brighton, c'était aussi terminé par un partage. Donc en fait, ça fait partie de l'ensemble d'une saison, mais c'est quelque chose sur lequel ils sont encore fragiles. Matip a été, on va dire, un peu plus fébrile ces dernières semaines. Là, il est out définitivement. C'est peut-être pas plus mal au vu de ces dernières semaines sur le terrain, parce qu'on sait qu'il y a Konaté, mais il y a aussi le jeune Kwanzaa là, qui est absolument incroyable. Et on a souvent reproché à Klopp de ne pas avoir investi assez en défense. Il a dit, mais moi, j'ai un joyau dans ma défense. Je crois que s'il est U16, U17, U18, U19, en Angleterre, c'est une star annoncée. Et ce jeune gamin qui ressemble à Van Dijk en plus dans son jeu, dans sa qualité de jeu, de relance très propre, il est prometteur et j'espère qu'il aura plus de temps de jeu. Il a joué lors de la dernière rencontre, j'espère qu'il aura plus de temps de jeu encore. Ok, on passe à Manchester United maintenant, dont la situation est désormais dramatique. On ne peut pas utiliser un autre mot. Défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth samedi dernier. Défaite mardi, on l'a dit, 0-1 contre le Bayern en Ligue des Champions. United termine dernier de son groupe, est éliminé de la Ligue des Champions. Ce n'était plus arrivé à un club anglais depuis plus de 10 ans de terminer dernier de son groupe. À l'époque, c'était Manchester City, en 2012. 4 défaites en 6 matchs, c'est quasiment l'Antwerp. Hein, c'est dramatique. Ah, l'Antwerp a battu Barça. Bien sûr. Mais c'est dramatique, 4 défaites en 6 matchs pour un club de ce statut-là, quel que soit le groupe par ailleurs. On se demande, c'est pas la première fois, on se demande comment il fait Ten Hag pour être toujours à la tête de l'équipe. Peut-être qu'il a du mérite, parce que c'est peut-être très très compliqué dans le vestiaire. Peut-être. Non, mais vous le dites, on se demande toujours, parce que c'est vrai que les résultats, c'est pas terrible, mais moi, c'est le fond de jeu surtout. C'est Manchester United, et il y a des matchs, je ne vais pas dire tous les matchs, mais il y a des matchs où parfois on regarde la rencontre et on se demande, mais qu'est-ce qu'il a demandé aux joueurs ? Oui. Ou parfois on se demande que font les joueurs. Que font les joueurs ? Parce que ce qu'ils font, l'entraîneur ne l'a certainement pas demandé. Au niveau de l'esprit. Probable. Oui, mais quand vous avez un Casemiro qui est à très haut niveau, mais qui par moment est expulsé quand même assez régulièrement, vous avez des éléments comme ça, il y a des choses qui se passent. Le cas Rashford aussi, on pourrait en parler, l'analyser, le décortiquer. Il était tellement important la saison dernière. Peut-être qu'il y a des chiffres avec Christian qui vont encore nous alerter. Bon, la situation de Ten Hag, effectivement, est presque intenable, pas de chance. Ils vont à Liverpool. Mais bon, c'est peut-être l'occasion, justement, encore une fois, de rebondir. Ça passe ou ça casse. Parce que souvent, on l'a annoncé quand même sur le siège éjectable et il arrive quand même à toujours le désactiver au bon moment. Dans les moments où il faut, son équipe gagne. Peut-être, c'est vrai, on verra. Votre avis là-dessus, Christian ? Et puis, dites-nous, comment fait-on quand on s'appelle Manchester United pour être battu 0-3 à domicile contre Bournemouth ? Contre le Bayern, soit, mais contre Bournemouth ? Oui, mais je vous ai dit la semaine passée, ou il y a 2 semaines, qu'il y avait plein de choses étranges qui se passaient dans cette première ligue cette année. Il faut quand même pas oublier que Ten Hag est quand même le coach du mois de novembre. Il avait quand même enchaîné 5 victoires sur 6 matchs, je crois. Le meilleur défenseur ou le meilleur joueur du mois, c'est quand même
Maguire qui, il y a 2 mois ou 3 mois, il était décrié et tout le monde disait mais comment est-ce possible de ne pas de le laisser continuer à jouer. Ben là, ils prennent 3-0, donc il n'y a rien d'étonnant dans l'étonnement en fait, parce que il y a voilà, ça passe de quelque chose de convenable à quelque chose de désastreux. Et voilà, il y a cette élimination, il y a en Ligue des Champions, il y a l'entraînement maintenant des matchs qui va être compliqué. Et puis comme dit Julien, c'est surtout en fait, on ne comprend pas, on ne sait pas quel est le système de jeu. Même leurs forces, on va le voir plus tard, disparaissent au fil de la saison. Je ne sais pas ce qu'il faut attendre de cette équipe. Peut-être qu'elle va terminer 4e comme l'année passée et encore se qualifier, mais on ne sait pas. Ben oui, par rapport à Maguire, c'est évident ce que dit Christian. On rappelle quand même que Manchester a gagné 0-1 à Fulham à la 94e. Alors certes, il garde le 0. Il gagne 1-0 contre Luton, promu, qui n'était pas le meilleur à ce moment-là. 1-0. Et puis ils vont vous sortir quand même la Première Ligue. Entraîneur du mois, Ten Hag et Maguire. Franchement, alors je pense qu'il y a le public qui vote aussi. C'est peut-être une partie de la réponse, mais ça pose quand même question sur ce genre de trophée individuel. Oui, mais il n'y a pas une zone de jeu où on n'a pas des questions à poser. Le gardien, ça va ou ça va pas? C'est cadré, c'est goal contre Bournemouth. La défense, ça va ou ça va pas? L'entrejeu, on le garde ou on le garde pas? L'attaque, on met quoi? On fait quoi avec Martial? On fait quoi avec Rashford? On fait comment? Chaque zone de jeu est une zone à problème, en fait. C'est incroyable. Le vestiaire qui coûte le plus cher annuellement en salaire, Manchester United. On en a déjà beaucoup parlé de ça, effectivement. Christian, Bournemouth, c'est une équipe de 2e partie de tableau. Donc, c'est contre ce genre d'équipe, en principe, que United prend tous ses points, car contre les autres équipes, United ne prend pas de points du tout. Pas du tout. Ils ont joué contre le top 8, ils ont joué 5 matchs. Ils ont 5 défaites et ils ont marqué 2 buts. Voilà, ça c'est le bilan. Ça c'est le bilan. C'est du rouge, hein. Voilà, il y a que du rouge. Et donc voilà, ça confirme en fait ce que dit Bruno par rapport aux leaders dans chaque ligne. On parle de laisser partir Varane, on parle de laisser partir Casemiro. On a résilié le contrat déjà sûr de Martial. Donc voilà, je ne sais pas, c'est une équipe où on a l'impression qu'il y a toujours. On est toujours en reconstruction en fait avec cette équipe depuis 5, 6, 7 ans et donc on ne sait jamais finalement sur quelle base se déposer et on le voit justement avec les disparitions des forces offensives. C'est que cette équipe, là où elle était très forte, elle n'existe plus. Et ce tableau, on l'a déjà montré plusieurs fois cette saison pour voir en fait l'évolution, pour avoir cette timeline. Et ce tableau ne change pas en fait. Je ressors chaque fois le même tableau parce qu'il n'y a aucune amélioration dans ce jeu-là. Et donc, comme dit Julien, il faut se contenter de 1-0 contre Fulham, 1-0 contre Luton, faire que des scores minimum en essayant de marquer un but sur jeu dominant placé de temps en temps parce que sur phase arrêtée, il ne marque absolument pas. Et donc, cette équipe, ça va être intéressant de voir la suite. Et dans ces circonstances-là, le top 4 est évidemment utopique. Mais je pense que ce sont des épiphénomènes, même s'ils deviennent, on leur souhaite être top 3. Sûr. Mais quand Ferguson est arrivé, j'ai réécouté ce documentaire sur Beckham et il le dit, quand je suis arrivé à Manchester United, je ne suis pas venu pour construire une équipe, je suis venu pour construire un club. On a l'impression qu'aujourd'hui, parce que le Ferguson, les titres sont avec lui, j'ai l'impression que le prochain coach doit revenir pour construire un club. Mais ça fait pas seulement une équipe. Oui, parce qu'ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas encore trouvé. Est-ce que c'est un problème de direction? Est-ce que c'est un problème de financement? Je crois que l'argent est là. C'est un problème de choix, d'éthique, de culture, de jeu. Revenir au jeu. Et de volonté, dans toutes les parties du club, de vouloir aller dans le même sens. Oui. Et je crois que c'est un piège pour Ten Hag qui, avec une certaine aura, il a mis des joueurs sur le côté, entre autres Cristiano Ronaldo. Il s'est affirmé dans certains domaines, mais il faut que les résultats suivent parce que... C'était Cristiano Ronaldo le problème, je rappelle. Au début, oui, au départ, c'était soi-disant lui. Mais bon, mais ce qui est sûr, c'est vrai qu'il est arrivé avec cette réputation de beau jeu à l'Ajax, mais franchement, et je me souviens que vous l'aviez dit à l'époque, on est en première ligue, on ne joue pas à Héraclès seul sur un terrain synthétique le vendredi soir. Non, c'est autre chose. On est en première ligue. Et venir avec ces idées, alors l'Ajax, ils sont plus forts. On dit toujours à l'Ajax, est-ce que l'Ajax a besoin d'un coach presque aux Pays-Bas?
Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Mais pour proposer leur jeu, je veux dire, on est arrivé avec, comme souvent en Première Ligue, enfin dans tous les championnats, avec une étiquette tenaille qui va révolutionner le football en Angleterre et nous proposer encore mieux que Pep Guardiola. Ben non, Bon, pas aujourd'hui. Pas encore. Pas pour tout de suite, sans doute. Christian, on en revient toujours à la même chose aussi, pour vraiment revenir au jeu maintenant, à cette situation offensive qui est catastrophique. Vous parliez de la disparition des forces offensives. On en parle depuis plusieurs semaines et ça ne s'améliore pas. Ça ne s'améliore pas parce que, voilà, je confirme ce que vous êtes en train d'expliquer maintenant, c'est que ça part du dessus vers le bas. Et le bas, c'est d'arriver à quelque chose de technique. Le dessus, ce club a été racheté sur des dettes et ce club est toujours endetté. Et après, il y a une culture où on a essayé de construire quelque chose sur la venue de plein de joueurs qui ne sont pas des grandes stars, un peu moyens, mais à des sommes impressionnantes. Et comme le disait Julien, c'est le vestiaire qui coûte le plus cher par semaine. Et puis on descend dans le jeu, et puis on voit qu'on rétrograde en fait dans le jeu dominant rapide, dans les face-à-face, comme on l'a vu précédemment. Et puis on arrive à la phase arrêtée. Et là, la phase arrêtée, on arrive au niveau où tout le monde doit être bon sur phase arrêtée. Tout le monde, parce que c'est quelque chose qu'on peut travailler. Et là, eux, on le voit sur l'infographie, ça se détériore aussi de saison en saison. Ils étaient les plus mauvais en 2021-2022. Ils étaient les plus mauvais en 2022-2023. Et ils sont pratiquement les plus mauvais avec Brighton en 2023-2024. Donc cette équipe n'a pas de perspective ou n'a pas une culture du progrès. Ils ont une culture, en fait, de faire pour faire. Et pour le moment, c'est pas assez parce que c'est quand même un club, c'est pratiquement le plus riche du monde, mais pas dans le jeu, en tout cas. J'ai un ami qui est évidemment, comme beaucoup, qui est fanatique de United. Parfois, j'ai mal au cœur pour lui parce qu'il a connu les belles années. Vous vous souvenez, quand on se déplaçait à Old Trafford, on repartait avec 4 buts en valise. C'était en général dans une ambiance de fou furieux. Imaginez les supporters, les abonnés qui ont connu ces belles années et qui maintenant vont au stade et se demandent si contre Luton, ils vont être capables de se lever un moment pour fêter un but. C'est tristoun. On ne va pas les enfoncer encore plus, parce qu'on leur souhaite de profiter de cette affiche mythique de ce week-end pour se refaire une santé. Mais il y a une exemplarité dans le jeu qu'on a perdu. Là. Il y a quelque chose dans l'ADN. Est-ce que c'est l'héritage trop lourd à porter pour les joueurs qui sont là aujourd'hui? C'est possible. Difficile d'avoir une réponse claire et objective vu la situation quand même extrêmement complexe. Et donc Christian, Scott McTominay, lui, fait son petit bonhomme de chemin dans cette attaque qui ne marque pas. Lui, il en a déjà planté 5. Scott McTominay, meilleur buteur de Manchester United, alors qu'il y a quand même des attaquants de format mondial. C'est aussi exceptionnel, ça, quand même. C'est révélateur. Ouais, c'est la seule petite éclaircie qu'il y a dans cette équipe pour le moment, c'est que il y a des joueurs en fait qui profitent de la situation. Bien, lui, il n'a jamais marqué autant. Je crois qu'il a déjà 2 doublés cette saison. Et voilà, il les a sauvés, comme on a vu dans le match contre Brentford, là où il est monté au jeu et il marque les 2 buts. Et puis après, maintenant, il les sauve. Il les sauve dans le match contre Chelsea, malgré le penalty raté de Bruno Fernandes. Mais c'est lui quand même qui marque les 2 buts. Alors on le voit, il est dans un moment favorable parce que c'est chaque fois des situations où il y a un deuxième ballon, où il y a un troisième ballon, comme contre Brentford. Mais voilà, il profite de son moment. Ce n'était pas un joueur extrêmement connu avant. Et puis maintenant, il est quand même en tête des buteurs de cette équipe de Manchester United. Il faut quand même vous dire quelque chose. C'est une bonne question, en tout cas, à poser au public. Si on était dirigeant à Old Trafford, on se poserait la question, tiens, est-ce qu'on ne poserait pas la question aux fans? Faut-il le mettre en point? Non, mais faut-il... Mais il n'était pas la priorité. Faut-il faire des recrutements joueurs potentiels avec des mecs comme ça qui ne lâchent rien, on connaît le profil du garçon, ou bien d'aller acheter un Anthony qui a un talent hors norme, on le sait très bien, mais qui joue un match sur 3 et qui parfois est plus... en bord de touche que en bord de terrain, finalement. Non, mais l'histoire de McTominay, c'est extraordinaire, parce qu'à un moment donné, on n'en voulait plus. Il n'était pas bon non plus. Il aurait pu se retrouver à Sheffield ou à West Ham. Il est là, et du banc, il est monté. Et regardez ce qui arrive aujourd'hui, meilleur buteur de l'équipe. C'est assez extraordinaire. Mais c'est ça aussi,
ce mental aussi tellement important pour les pros, quel que soit leur sport. Hein. C'est peut-être le seul qui se sent à l'aise pour l'instant dans le club de Manchester United. En tout cas, on suivra cette rencontre avec beaucoup d'attention. Ce sera avec vous, Bruno, je pense. Hein, ce n'est pas moi. Moi, je serai un peu plus tôt. Avec Arsenal. Ah ben voilà. Ok, on en revient justement au programme et au rendez-vous de nos antennes, le programme de cette 17e journée. On va récapituler avec vous les matchs qui nous attendent. Nottingham Forest, Tottenham, ça c'est vendredi, Goals of the Day, comme quasiment tous les samedis. Burnley, Everton. En début de soirée samedi, puis dimanche Arsenal Brighton. On a ça c'est pour moi. Ça c'est pour vous. Ok. Les fans de Bruno prennent note. Brentford Aston Villa également à 14h55. Ça ce sera avec moi. Et puis Liverpool Manchester United. On imagine bien le duo Radermacher, Fred Wassège pour ce match-là. Et un duel à distance entre nous deux alors aussi. Voilà. Julien, vous serez sur quoi? Sur le match de 18h20, 30 le samedi soir. Un très bon Burnley-Everton. Ok, et puis on se branchera aussi sur l'application Discord. Christian, sur quel match ce week-end? Je serai d'abord pas avec Discord sur le match avec Bruno, sur le match de Arsenal-Brighton, mais après je serai sur Discord pour l'affiche entre Liverpool et Manchester United et retrouver nos abonnés. Et de plus en plus d'abonnés, ça continue à augmenter? Oui, ça va, ça monte graduellement, mais on a beaucoup plus de gens qui sont interactifs maintenant et beaucoup de fidèles, en fait, des gens qui sont là pratiquement tout le temps et qui nous suivent. On voit ceux qui nous suivent pratiquement sur tous les matchs. Ok, donc n'hésitez pas à vous brancher sur Discord, l'application qui vous permet donc d'entrer dans le salon de Christian pour discuter avec lui. N'oubliez pas la data room. Voilà, la data room. N'oubliez pas aussi de nous rejoindre si vous ne l'avez pas encore fait sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou X. Et nous, on va désormais se quitter. Se préparer pour la suite. Se préparer pour la suite. Il y a l'Europa League, il y a la Première Ligue aussi, effectivement, donc le week-end prochain. Merci Julien. Merci Bruno. Christian, on vous salue et on vous dit donc à la semaine prochaine pour le nouveau PL Club et rendez-vous ce week-end donc pour Discord. Merci à vous surtout de votre fidélité. Passez un bon week-end, une bonne fin de semaine également. À bientôt. Nouvelle journée de Première Ligue à l'horizon sur vous Sport World. Vendredi à 20h55, démarrez votre week-end anglais par le déplacement de Tottenham à Nottingham Forest. Samedi dès 15h45, l'indémodable Goals of the Day avec Bournemouth face à Luton Town, la réception de Sheffield United à Chelsea, mais aussi Manchester City qui reçoit Crystal Palace et le duel entre Newcastle et Fulham. Puis, à partir de 18h25, retrouvez Burnley-Everton. Dimanche, dès 14h55, suivez Arsenal-Brighton sur vous Sport World 1 ou vivez Brentford-Aston Villa sur vous Sport World 2. Et à 17h20, vibrez devant le derby d'Angleterre entre Liverpool et Manchester United. Sans oublier l'Europe des 11, lundi à partir de 18h. Bon week-end de Première Ligue sur vous Sport World.